Assez rapidement, je vais vous parler de la protection de la vie privée des hommes politiques dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que finalement, il y a un peu d'actualité cette année, parce qu'il y a des arrêts qui sont importants, mais en même temps, les principes ne sont pas véritablement novateurs. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que la Cour européenne des droits de l'homme a eu à statuer sur cette question à plusieurs reprises dans les 12 derniers mois. Ce qui prouve que la question de la vie privée des hommes politiques est une question qui est d'actualité non seulement en France, mais aussi dans certains autres pays européens. Et simplement pour vous rappeler les grands principes qui gouvernent la protection de la vie privée des hommes politiques au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Jurisprudence qui, comme vous le savez, sur le terrain de la vie privée, est une jurisprudence qui n'est pas très fournie, puisque si on a chaque année une centaine d'arrêts à peu près par an qui statuent d'une manière ou d'une autre sur l'article 10 de la Convention européenne au niveau de la Cour de Strasbourg, s'agissant de la vie privée, ça n'est jamais que 1 ou 2 arrêts par an, guère plus, qui va concerner cette question. Et quant à la vie privée précisément des hommes politiques, on a encore moins de décisions. Il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, sur ce terrain, elle pose en réalité 2 grands principes qui sont, un, le fait que la notoriété de la personne influe sur la délimitation de sa vie privée. Plus on a de notoriété, moins on a de vie privée, si on veut caricaturer. Et le deuxième grand principe, c'est que le critère essentiel à retenir est celui de la contribution à un débat d'intérêt général, ce que Laure Marino a appelé, et c'est devenu un petit peu ensuite une expression consacrée, le label CADIG. C'est un critère qui remonte à 2004 maintenant. Alors, sur le point de savoir si la notoriété influe sur la protection de la vie privée des personnalités publiques, c'est un point qui est acquis depuis 2 décisions dont on avait parlé ici il y a quelques années. Il y était 2 décisions importantes qui avaient été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme le 7 février 2012, puisque je vous rappelle que le 7 février 2012, la Cour a rendu le même jour 2 décisions, l'une sur demande d'un titre de presse, qui était Axel Springer, et l'autre sur la demande d'un demandeur qui faisait partie de la famille de Hanovre. Et dans ces 2 décisions, ils ont posé toute une série de critères sur la protection de la vie privée. Et il y en a notamment un qui est la notoriété de la personne. Donc, par principe, la notoriété de la personne va influer sur sa protection. Donc la Cour le dit ainsi, il s'agit de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public en tant que personnalité politique ou publique. Ainsi, alors qu'une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n'en va pas de même des personnes publiques. Donc le principe a été clairement posé et la Cour ajoute que dans des circonstances particulières, le droit du public d'être informé peut même porter sur des aspects de la vie privée des personnes publiques, notamment lorsqu'il s'agit de personnalités politiques. Bon. Donc ce droit est très clair. Il a été posé en février 2012 de manière très claire, et puis on voit que dans les arrêts postérieurs, il a été repris systématiquement, puisque dans l'année, on a eu plusieurs arrêts, notamment un qui était important en matière de droit à l'image, qui était un arrêt du 19 septembre 2013, qui concernait la princesse Caroline von Hanover. Et à nouveau, la Cour de Strasbourg le dit que les personnes publiques ne peuvent pas prétendre de la même manière à une protection de leur droit à la vie privée que des personnes privées inconnues du public. Et ça a été à nouveau rappelé dans l'arrêt du 12 juin 2014, qui est Hachette Philippaki contre France, qui est commenté par Grégoire Loiseau dans le dernier numéro de Légipresse, commentaire critique de Grégoire Loiseau, puisqu'il y voit une disgrâce de la vie privée.
Et dans cette affaire, encore une fois, il est dit que, concernant plus particulièrement les personnalités publiques, la Cour rappelle qu'alors qu'une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n'en va pas de même des personnes publiques. Bon. Ça, c'est le premier aspect de la jurisprudence. Et s'agissant des personnalités politiques, il ne faut pas oublier non plus ce qui est rappelé dans cet arrêt Hachette Philippaki France qui concernait, je le rappelle, la révélation du fils caché d'Albert Grimaldi. Dans cet arrêt Philippaki France, la Cour a donc condamné la France pour avoir précisément condamné assez lourdement à l'époque Paris Match. Et la Cour de Strasbourg dit ceci: un homme politique, par exemple, visé en cette qualité, s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance. Donc, au bout du compte, l'homme politique est donc celui qui est le moins protégé en termes de vie privée, puisqu'il est à la fois une personne qui a une notoriété publique et en plus une personne qui, de par sa profession, doit montrer une plus grande tolérance. Alors, quel est le critère, malgré tout, de l'atteinte à la vie privée? C'est un critère qu'on connaît, qui a été utilisé à partir du premier arrêt Van Hanover de 2004, qui est le critère de la contribution à un débat d'intérêt général. Ce critère étant intéressant parce qu'on y voit une transversalité, puisque en matière de diffamation, on a ce fameux critère du sujet d'intérêt général. Eh bien, en matière d'atteinte à la vie privée, on a le critère de la contribution à un débat d'intérêt général. Donc, on voit bien qu'il y a une racine commune, cette racine de l'intérêt général qui va permettre de faire prévaloir, le cas échéant, la liberté de l'information. Alors, ce critère, pourquoi il est important? Dans un premier temps, si je reviens encore une fois aux arrêts du 7 février 2012, c'était un critère qui avait été présenté comme un premier élément essentiel dans les arrêts du 7 février 2012. Ensuite, eh bien, la Cour va préciser dans son arrêt du 12 juin 2014, Hachette Philippaki France, elle va dire ceci: la Cour rappelle que l'élément déterminant lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d'intérêt général. Donc on a aujourd'hui une position qui me semble assez claire de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est de mettre ce critère comme un critère déterminant, ce qui veut dire, à mon sens, qu'il peut être un critère exclusif, le cas échéant, et on peut par exemple prendre l'hypothèse de l'état de santé d'un président de la République qui laisserait penser qu'il n'est plus apte à exercer sa fonction. Je crois que dans un tel cadre, la contribution à un débat d'intérêt général peut être le critère unique d'appréciation pour admettre la liberté d'information sur ce point. Le critère, en principe, est interprété de façon large. Là encore, c'est un apport de l'arrêt du 12 juin 2014 que j'évoquais tout à l'heure, paragraphe 58, puisque la Cour précise qu'au terme de sa jurisprudence, elle interprète la notion d'intérêt général d'une manière plutôt large, en tenant compte du contexte et de la réaction du public à une certaine information. Je ne sais pas ce qu'est une certaine information, mais en tout cas, c'est un qualificatif qui a été retenu par la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut voir aussi que ce critère de la contribution à l'intérêt général, lorsqu'il y a un texte et une image, et ça c'est l'apport de l'arrêt cette fois-ci du 19 septembre 2013, lorsqu'il y a un texte et une image, ce critère, dès l'instant qu'il s'applique au texte, va emporter avec lui la légitimation de l'image. C'était très intéressant dans cette affaire du 19 septembre 2013, puisque on avait l'image de la princesse Caroline qui était, je crois, sur une plage, donc qui était a priori déconnectée en tant que telle de l'intérêt général, mais qui illustrait un article sur la façon dont les stars mettent leur résidence secondaire en location. L'article est considéré comme contribuant à un débat d'intérêt général.
et par conséquent, la photo elle-même est légitime. Donc on a en réalité un critère qui va s'appliquer au texte et qui va entraîner avec lui l'image. Bien évidemment, tout n'est pas d'intérêt général et la Cour européenne des droits de l'homme va découper dans les articles ce qui relève d'une contribution à l'intérêt général et ce qui peut relever des détails, éventuellement, d'une liaison, par exemple. Et dans l'affaire Hachette-Philippe Aki-France du 12 juin 2014, qui n'est pas encore définitif d'ailleurs, je crois, dans cet arrêt du 12 juin 2014, la Cour a fait la part des choses entre le fisc caché, contribution à un débat d'intérêt général, et les détails de la relation entre le prince Albert et la mère de cet enfant naturel, qui, ces détails-là, sont susceptibles de relever valablement d'une protection de la vie privée. Alors qu'en penser? C'est là où je vais diverger par rapport à Grégoire Loiseau. Moi, je pense que ce critère est relativement équilibré. Il est relativement équilibré parce qu'il permet de faire la distinction entre le sujet principal de l'article qui peut être légitime et certains détails qui sont très particuliers. Mais il est évident que ce critère n'empêche pas le juge de condamner sur des détails. On l'a d'ailleurs vu à plusieurs reprises. Je dirais même que d'une certaine manière, il suffit qu'un juge manie assez habilement une motivation pour ne pas être critiquable sur le terrain de l'article 10 de la Convention européenne, et il pourra se concentrer sur un certain nombre de détails pour condamner. Je pense que c'est un critère qui est cohérent aussi avec la philosophie générale de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il rejoint, même s'il y a des différences de vocabulaire, il rejoint quand même le critère de la diffamation, qui est le sujet de l'intérêt général, qui est un critère de la bonne foi. Et par conséquent, je pense que cette décision du 12 juin 2014 peut aussi éventuellement être approuvée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en introduction sur la jurisprudence de la Cour.